André Neto, bonjour. Oui, bonjour. On va revenir avec vous donc sur le Brésil et l'investiture de Lula ce 1er janvier. Lula donc qui a été élu il y a maintenant plus de 2 mois, mais qui prend officiellement les rênes du pays en ce début d'année 2023. Déjà, quels sont les grands défis et principaux chantiers qui l'attendent à la tête du pays? J'imagine que le premier défi de la présidence Lula, en fait, va être celui de faire redescendre la température et la tension politique qui est dans le pays depuis plus de 4 ans maintenant, plus de 6 ans, à vrai dire, depuis la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Vous savez qu'après l'impeachment de Dilma Rousseff, comme on appelle, il y a eu un gouvernement qui était commandé par son vice-président Michel Temer et ensuite par Jair Bolsonaro pendant 4 ans. Toute cette période était une période extrêmement marquée par un certain degré de violence politique, mais surtout beaucoup de tensions politiques dans le pays entre deux pôles, un pôle de centre-gauche et un pôle d'extrême droite très opposés les uns aux autres. Et donc, le défi principal, le premier défi de la présidence Lula, je dirais que c'est celui de pacifier le pays, de réunir les familles qui ont été cassées par ces années d'animosité et de rivalité politique. Sachant que le bilan de Jair Bolsonaro est très mitigé dans des domaines tels que l'économie, l'environnement, parmi d'autres, où il va falloir bosser immédiatement, notamment aussi par la révocation de quelques décisions qui ont été prises ces 4 dernières années et qui ont, par exemple, abouti à l'augmentation de la déforestation en Amazonie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de chantiers ouverts, et dans le domaine de l'économie, et dans le domaine de l'environnement, mais aussi en passant par la santé publique, par l'école publique, l'éducation, les universités, etc. C'est un pays qui est un peu abîmé depuis 4 ans par la présidence Bolsonaro. On l'entend, les chantiers sont nombreux. Je reviens sur le principal. Comment peut-il, Lula, déjà peut-il le faire réconcilier ces deux camps et ces deux Brésils irréconciliables? Quel levier peut-il activer? Lula est une personnalité politique majeure dans l'histoire du pays. Il faut bien le reconnaître, c'est la 3e fois qu'il arrive au pouvoir par le biais démocratique. C'est quelqu'un qui est capable de regrouper l'opinion publique autour d'un projet national. Il a déjà prouvé ça dans le passé, par exemple, quand il a regroupé la nation autour du projet de la réduction de la famine, du combat à la pauvreté, etc. Il a relancé ces défis, le défi de la réduction, d'une nouvelle réduction de la pauvreté et de la famine au Brésil. Il a relancé le défi du combat des inégalités. C'est un souci majeur et structurant de la société brésilienne. Et donc, peut-être par ces grands projets nationaux, il pourra éventuellement réconcilier ces deux pôles opposés de la vie politique brésilienne. Ce qui me préoccupe un peu, c'est que son discours lors de la passation du pouvoir était un discours qui a mis l'accent sur les décisions de Jair Bolsonaro qui ont un peu incendié le pays en disant que Bolsonaro va devoir répondre à tout ça, répondre par ses actes, par exemple. C'est-à-dire, Lula entend que le gouvernement de Jair Bolsonaro puisse éventuellement répondre à la justice par ce qui a été fait ces 4 dernières années. Ça, c'est pas vraiment une décision qui va aider dans le sens de la réconciliation. En même temps, il faut passer par ces moments de tension politique, encore peut-être au début de son mandat où il sera plus populaire, de façon à pouvoir éventuellement exorciser les fantômes qui restent du mandat de Jair Bolsonaro. Justement, Bolsonaro, j'y viens. Quid de Jair Bolsonaro et de ses soutiens surtout? Est-ce que déjà la menace d'un renversement du pouvoir par la force est définitivement passée? Et où en sont les deux hommes, Lula et Bolsonaro, du point de vue judiciaire? Du point de vue judiciaire, Lula, c'est quelqu'un qui ne doit pas de compte à la justice, il n'a pas de compte à rendre à la justice. Ses procès ont été annulés par la justice, donc c'est un homme politique qui est pleinement innocent par rapport à quoi que ce soit parmi les accusations qui pesaient de corruption, conflit d'intérêts qui pesaient sur lui pendant beaucoup de temps. Quant à Jair Bolsonaro, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui maintenant sera plus que jamais exposé à l'escrutin de la justice brésilienne, à des procureurs par exemple, qui puissent enquêter sur sa vie passée.
Je vous rappelle que Jair Bolsonaro était pendant 28 ans député à l'Assemblée nationale brésilienne, au Congrès national, et pendant ce temps, il était protégé par une immunité parlementaire qui empêchait toute enquête judiciaire. Depuis 4 ans, il était encore privilégié par l'immunité présidentielle. C'est la première fois depuis 32 ans qu'il ne sera pas protégé par l'immunité parlementaire ou présidentielle. Tout le monde a un peu l'impression au Brésil que la famille Bolsonaro a de comptes à rendre à la justice. En ce qui concerne le Brésil, on peut imaginer là une diminution de l'attention publique entre le pouvoir des armées, des forces armées, et le pouvoir public civil, disons, parce que Lula, il est extrêmement habile dans la gestion des militaires. Il l'a été pendant 8 ans lors de ses 2 premiers mandats et je pense qu'il va arriver à un certain niveau de cohabitation avec les forces armées qui le seront un peu plus généreuses qu'à l'égard de Dilma Rousseff. On ne peut pas écarter non plus le regain de tension de la part de militants bolsonaristes, comme on appelle, qui ont été ces 2 derniers mois très présents dans les rues en demandant un coup d'État à la faveur de l'ancien président. Imaginons que dans les mois et les années à venir, l'économie ne redémarre pas dans le sens souhaité par Lula, par exemple, on pourrait avoir une recrudescence des manifestations publiques et donc un renforcement de l'extrême droite qui pourrait éventuellement aboutir à plus de tensions politiques et même une intervention militaire. Mais ces scénarios, je pense, c'est un scénario extrême qui est de moins en moins vraisemblable. Enfin, André Neto, dernière question. Lors de cette investiture, on a vu Lula, 77 ans, je le rappelle, assez éprouvé. Est-ce que son état de santé fait débat? Est-ce que c'est un sujet au Brésil? Écoutez, c'était un peu le sujet évoqué par l'extrême droite. Lula, juste après la fin de son mandat, a dû faire face à un traitement de cancer assez lourd. Il est considéré par ses médecins comme guéri, mais c'est vrai que son état de santé s'est un petit peu abîmé depuis quelques années. C'est-à-dire, il n'a pas la même vigueur, sa voix est un peu plus cassée que d'habitude. C'est quelqu'un qui a subi un peu les années, et je vous rappelle que Lula est passé 580 jours en prison, ce qui n'a pas du tout aidé à sa santé physique non plus, j'imagine. Et donc, c'est quelqu'un qui commence à prendre de l'âge. C'est un président qui arrive au pouvoir à 77 ans et qui est censé rester pendant 4 ans. Donc, à 80 ans, non, il pourrait quitter le pouvoir ou soit essayer un nouveau mandat. Donc, c'est une question qui va se poser de plus en plus dans la vie politique brésilienne, à l'instar de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis avec Joe Biden. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Neto, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'était un plaisir.